troisième vidéo sur la guerre froide. Alors, je vous rappelle que dans les deux premières, on avait vu les origines du conflit en 47-48 entre États-Unis, URSS et leurs alliés respectifs. Ensuite, on avait vu comment ce conflit avait dégénéré en une multitude d'affrontements militaires indirects. Et là, j'aimerais qu'on insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu que des affrontements militaires, mais qu'en fait, la guerre froide, ça s'est traduit par des rivalités dans à peu près tous les domaines, et donc énormément d'aspects non militaires. Alors, comme d'habitude, vous pouvez aller prendre la trace écrite dans ce diaporama qui se trouve à côté de la vidéo dans Perltrees. Et on va commencer tout de suite par l'affrontement évidemment idéologique, politique. Chacun des deux blocs essaye d'imposer sa vision du monde, sa vision de la société idéale et du gouvernement idéal. Alors de ce point de vue-là, l'URSS, eh bien, elle essaye de faire valoir un atout. C'est ce que fait Andrei Jdanov, vous savez, ce ministre de Staline qui théorise en 1947 l'opposition entre États-Unis et URSS, et entre les régimes communistes en général et ce qu'il appelle les démocraties bourgeoises occidentales, en disant que les systèmes communistes, c'est des républiques populaires où le pouvoir appartient réellement au peuple, par opposition dans son esprit à ces républiques bourgeoises où le pouvoir est confisqué, en fait, la réalité du pouvoir est confisquée par les plus riches. Et il insiste évidemment sur le fait que ça passe par une économie dirigée. La grande industrie, le transport, les banques appartiennent à l'État, qui est censé les faire fonctionner pour le plus grand bien du reste du peuple. Et voilà, et où les classes travailleuses en fait sont au pouvoir. Alors évidemment, cette idéologie, l'URSS et les pays communistes vont chercher à la diffuser de toutes les manières possibles, par le cinéma, la littérature, etc., et également, bien évidemment, par l'affiche. Dans ces deux affiches soviétiques que vous voyez ici, et dans celle qui a été faite en RDA, c'est-à-dire dans l'Allemagne de l'Est, dans l'Allemagne communiste, on voit à la fois la promesse d'une société égalitaire faite pour les travailleurs, une promesse qui sera relativement tenue dans les pays communistes où effectivement la société sera un peu plus égalitaire qu'elle ne l'est dans le bloc de l'Ouest. Mais on voit aussi, regardez, à travers cette paysanne qui fait des moissons spectaculaires, à travers ces ouvriers qui se félicitent du fait que la vie va devenir meilleure, hein, c'est ce qui est écrit ici en allemand, grâce à la planification de l'économie, ici, durch unseren Plan, grâce à notre plan. Eh bien, cette promesse, c'est aussi donc celle d'une économie productive qui va assurer le bien-être de tout le monde en produisant beaucoup de biens agricoles et industriels. Alors ça, par contre, évidemment, les économies communistes auront beaucoup plus de mal à le traduire en réalité, puisque l'augmentation de la production et du niveau de vie va assez rapidement, dans les années 60 en tout cas, devenir inférieure à ce qu'elle est à l'Ouest, et ça sera de plus en plus flagrant, y compris pour les habitants des pays de l'Est, même s'ils sont abreuvés de propagande. Alors le communisme comme idéal international, on le retrouve dans toute la propagande communiste des années 50-60. Ici, par exemple, on voit un ingénieur soviétique qui vient aider la Chine à se développer. On le voit ici sur le chantier d'une usine. On voit aussi ces deux contremaîtres chinois qui sont tout à fait respectueux et admiratifs vis-à-vis, en quelque sorte, du grand frère soviétique qui montre la voie du communisme. Mais il n'y a pas besoin d'être dans un pays communiste pour partager cet idéal. Enfin, pas besoin d'être dans un pays dirigé par un gouvernement communiste. Il y a dans les pays occidentaux, l'Italie, la France, etc., des partis communistes qui représentent un électorat important, qui fédère beaucoup dans les milieux ouvriers, séduits par l'idée effectivement d'une société dont la pauvreté aurait disparu et où l'égalité serait un peu plus présente. Et en France, par exemple, le Parti communiste français, dont on voit une affiche ici,
est un parti qui est populaire, qui a beaucoup d'électeurs et qui a un journal, par exemple, qui est très connu, qui a une influence assez importante. Ici, on voit un militant communiste qui le vend, ça s'appelle l'Humanité. Et j'ai choisi cette une, bien sûr, parce que c'est la une de l'Humanité le jour de la mort de Staline. On lui rend un hommage absolument délirant. C'est le plus grand bienfaiteur de l'humanité, etc. Et voilà, donc cet électorat, cette tradition communiste dans des pays qui ne sont pas dirigés par des communistes, elle a été parfois vigoureuse, longue dans la durée. Par exemple, ici, on voit les élections euh, présidentielle, voilà, pardon, de 1981, et on voit le rouge le plus foncé, c'est les départements qui ont plus d'un électeur sur 5, plus de 20% des électeurs ont voté communiste. Donc on retrouve des régions ouvrières, hein, le Nord-Pas-de-Calais, les régions minières, d'industrie lourde, on retrouve la banlieue ouvrière nord de Paris, le Limousin également, la région de Marseille, voilà. Donc c'était des régions avec une forte tradition communiste, un fort bastion communiste. Si on zoome un petit peu sur toutes les grandes métropoles avaient dans les banlieues ouvrières des communes qui avaient des municipalités communistes. C'est le cas par exemple de ce qu'on a appelé la banlieue rouge autour de Paris. Paris a toujours été une ville plus bourgeoise évidemment que sa banlieue, et dans la banlieue il y avait une population ouvrière importante qui votait communiste et qui avait des raisons de le faire parce que ces municipalités communistes développaient tout un tas de services qui parfois ailleurs ne l'étaient pas, comme je sais pas, des crèches, organisaient des aides pour les plus pauvres, etc. C'est-à-dire qu'en fait, parce que évidemment, en voyant cette une de l'Humanité, vous pourriez vous dire, mais enfin, les lecteurs communistes de base français dans les années 50-60, est-ce qu'il n'a jamais entendu parler des crimes de Staline? Est-ce qu'il n'est pas révulsé par l'aspect totalitaire de l'URSS, etc. Alors il faut comprendre qu'évidemment pour un électeur ouvrier des années 50, c'est beaucoup moins évident que pour quelqu'un qui a fait de l'histoire en 2020. Hein. Euh, comment dire, souvent les accusations portées contre l'URSS, contre Staline, sont interprétées par les milieux populaires comme une propagande de guerre froide, en fait, organisée par l'adversaire, par les Américains, qui essayent de salir ce bel idéal, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de militants qui n'ont absolument pas envie de voir ce qu'est la réalité du stalinisme. Et par ailleurs, ils ont des raisons, encore une fois, objectives d'apprécier l'influence des communistes en France, que ce soit dans les municipalités, mais également à l'Assemblée, où ils pèsent de tout leur poids pour obtenir des avantages pour les classes populaires. Donc ce système qui a été parfois épouvantablement oppressif dans les pays de l'Est a pu bénéficier en fait à une partie de la classe ouvrière dans les pays occidentaux, d'où sa popularité et sa diffusion en fait. Alors, à l'inverse, les États-Unis ont aussi des atouts à faire valoir pour séduire en dehors de leurs frontières, et on peut le voir dans cette affiche, le principal atout, c'est, on le voit ici, the world's highest standard of living, c'est-à-dire le plus haut niveau de vie au monde. Alors effectivement, les États-Unis sont de loin, dans les années 50-60, le pays où le niveau de vie est le plus élevé. En fait, son territoire n'a pas été affecté par la Seconde Guerre mondiale, son économie est repartie dans une production intensive dès le milieu des années 40, et tirée d'abord par l'industrie d'armement, puis ensuite par le plan Marshall, etc. Et donc, l'économie est vraiment prospère pendant une trentaine d'années et sans une ombre au tableau, et du coup, le niveau de vie, effectivement, augmente beaucoup aux États-Unis. C'est le pays où les classes moyennes 10 ans avant les autres pays du bloc de l'Ouest, 10 ans avant la France ou l'Italie, peuvent accéder à ces objets nouveaux que sont les frigos, la télé, tout un tas de choses dans l'électroménager, peuvent accéder à une petite maison en banlieue avec
un confort qui fait rêver encore une bonne partie du reste du monde. Donc les États-Unis apparaissent vraiment à cette époque-là comme le phare de la modernité, c'est comme une promesse, si vous voulez, de confort si on imite leur modèle. C'est ce qu'on appelle l'American Way of Life, hein, le mode de vie américain. C'est aussi le mode de vie fondé sur la voiture, hein, c'est l'époque de la construction des autoroutes américaines, encore une fois la maison en banlieue, puis on travaille en centre-ville, enfin bon, la civilisation de la bagnole. Alors tout ça, évidemment, on n'en connaît pas encore, on n'en mesure pas encore à l'époque l'impact écologique, on le sait aujourd'hui, il est gravissime, mais à l'époque, c'est purement positif, quoi. On le voit uniquement sous ses bons côtés. Donc, bien évidemment, les deux pays mobilisent tous les médias possibles et imaginables pour diffuser leur propagande, diffuser une image noire de l'adversaire et une image positive en ce qui les concerne. On peut en donner plusieurs exemples. Par exemple, voilà une bande dessinée américaine. Donc la bande dessinée, c'est un vecteur comme le cinéma, comme la littérature et beaucoup d'autres médias. C'est un vecteur de propagande. Ici, on voit une bande dessinée qui est une forme de dystopie. Vous savez, la dystopie, c'est le contraire de l'utopie, hein, un avenir que l'on peut craindre, dans lequel les États-Unis seraient under communism, c'est-à-dire seraient tombés sous la coupe d'un parti communiste. Et alors, dans cette Amérique-là, eh bien sûr, les terres vont être collectivisées. Le gouvernement va imposer des espèces de kolkhozes. Et puis, c'est aussi une société, raconte le dessinateur, où on va manipuler les enfants, les inciter à dénoncer leur famille. Par exemple, ici, on voit un garçon qui explique à la police, qui va dénoncer sa mère à la police secrète parce elle continue à pratiquer la religion chrétienne chez elle et que son père a une radio. Donc, la police débarque chez eux, détruit les objets du culte, embarque la radio. Et le père conclut en disant vous pouvez prendre mon fils parce que vous avez déjà pris son âme, hein, c'est marqué ici. You've got his soul, now take his body. Vous pouvez prendre son corps parce que vous avez pris son âme. Donc voilà, ça c'est évidemment de la propagande qui peut être destinée à des enfants et marquer les esprits, y compris de gens qui n'ouvriraient jamais un journal, par exemple. Et puis cette propagande, elle a continué sous cette forme de bande dessinée dans les années 60-70, puisque une bonne partie des super-héros qui font le bonheur des productions Marvel aujourd'hui ont servi à la propagande américaine dans ce contexte de guerre froide, que ce soit Captain America ou Iron Man. Ils affrontent d'affreux monstres et mutants issus du bloc communiste, parfois soviétiques, parfois chinois apparemment ici, enfin voilà quoi. Et donc voilà, ce sont des vecteurs de propagande. Le cinéma aussi, bien sûr, votre livre vous en donne un bon exemple avec un blockbuster, un film à succès, c'est le 4e Rocky. Vous savez que Rocky Balboa, c'est ce héros incarné par Sylvester Stallone, qui est un boxeur américain. Et dans Rocky IV, il affronte un abominable adversaire soviétique qui, dans un combat, a déjà tué un de ses amis et contre lequel il va remporter une victoire, il va se venger, etc. etc. Alors ça, c'est vraiment le film basique de guerre froide, quoi. Un grand moment de cinéma aussi, bien sûr. Voilà, donc ça passe par toutes sortes de moyens. C'est aussi un combat culturel. Entre parenthèses, les Américains avaient également installé en Allemagne, en Autriche, etc., des radios qui étaient à destination des pays de l'Est, en fait, en langue polonaise, tchécoslovaque et même russe, pour essayer de parler aux gens de l'autre côté du rideau de fer et pour leur expliquer à quel point ils étaient sous une tyrannie et que voilà, il ferait mieux de se révolter. Donc c'est aussi un combat qu'on peut mener par ce type de moyens médiatiques. Autre aspect non militaire d'opposition entre les deux blocs, la concurrence technologique et culturelle.
Et là, je vous recommande d'aller voir cette petite vidéo de 2 minutes sur la course à l'espace, parce qu'en 2 minutes, vraiment, il résume l'essentiel. Donc, cet aspect peut être développé à partir de 2 documents que vous avez dans votre livre. Il faut les présenter d'abord rapidement. Donc le premier, c'est un discours de Nikita Khrouchtchev, qui date du 14 avril 61. Vous vous rappelez qui est Khrouchtchev? C'est l'homme qui a succédé à Staline en 1953 et qui va rester presque une dizaine d'années à la tête de l'URSS. Et l'autre discours, eh bien, c'est la réponse du président américain John Kennedy, qui a été élu, lui, en 61, et qui sera assassiné à Dallas en 63, un assassinat non élucidé à ce jour, et qui répond donc à Khrouchtchev le 25 mai 61, c'est-à-dire en fait un mois après. Les deux discours ont un mois d'écart, c'est important pour les comprendre. Alors, de quoi parle Khrouchtchev? Il se vante d'un succès qui vient couronner plusieurs années de triomphe soviétique en matière de vols spatiaux, en matière de conquête de l'espace. Alors d'abord en 57, il y avait eu le satellite Sputnik, premier satellite à faire le tour de la Terre, à être mis en orbite autour de la Terre, qui émettait un petit signal perceptible sur une fréquence bien sûr aimablement fournie par la propagande soviétique et qui pouvait être entendu dans le monde entier. Si vous aviez une radio et que vous la régliez sur cette fréquence, vous pouviez entendre le Sputnik passer à telle heure, il y avait des horaires aussi. Et donc c'était comme une manifestation de la supériorité technologique de l'URSS. D'autant que l'année d'après, en 58, plus exactement, non, la même année, pardon, en 57, ils arrivent à mettre en orbite un vol habité, alors habité pour l'instant par la chienne Laika, un animal donc, mais en 61, ils vont un petit peu plus loin, puisque Khrouchtchev, là, dans ce discours, se vante d'un exploit qui, là, vraiment va marquer les esprits. Un exploit qui est scientifique. Hein. Ils ont, pour la première fois, envoyé un homme en orbite autour de la Terre. Il a fait un tour de Terre avant que sa capsule ne retombe dans l'atmosphère et qu'il puisse s'en éjecter avec un parachute. Et donc, c'est le premier vaisseau satellite, c'est ce que dit Khrouchtchev. Et le héros de cet exploit, c'est Yuri Gagarin, un pilote de chasse soviétique qui devient le premier cosmonaute en fait. Mais on voit très bien dans le texte, dans le discours de Khrouchtchev, que c'est aussi un projet à très forte portée politique, parce qu'il ne manque pas évidemment d'en tirer gloire pour son pays, puisqu'il dit, voilà, alors il fait un raccourci assez étonnant, mais enfin bon, il dit, n'est-ce pas la manifestation la plus éclatante de la liberté authentique du peuple le plus libre du monde, le peuple soviétique, voilà. Et bien évidemment, le président Kennedy ne pouvait que relever le défi, parce que là, les Américains avaient vraiment pris une claque en termes technologiques. Et donc, le président américain répond par un projet de conquête de la Lune. Il lance ça dans le mois suivant, en mai 61. Projet donc voilà, qui a un fondement scientifique, mais qui, là aussi, quand vous regardez le discours, a évidemment une énorme portée politique. Parce qu'au début de cet extrait, il est bien clair qu'il s'agit, dit Kennedy, de gagner la bataille engagée à travers le monde entre la liberté et la tyrannie. La liberté, c'est bien sûr le camp occidental, et la tyrannie, les soviétiques. Et à la fin, il dit, si on réussit à envoyer un homme sur la Lune, eh bien, à vrai dire, ce ne sera pas un homme qui ira sur la Lune, mais une nation tout entière. Voilà. Donc on est bien dans un projet qui est également politique. Alors, cette promesse, ce pari, il sera tenu en 1969 quand tout le monde pourra entendre, voir et entendre à la télé cette fameuse phrase. Voilà, ça c'est la phrase que tout le monde a entendue en 1969 à la télé. One small step for a man, un petit pas pour l'homme, but a
giant leap for mankind, mais un grand pas pour l'humanité. C'est la phrase qu'a prononcée Neil Armstrong lorsqu'il est sorti de la capsule Apollo 11 qui venait d'atterrir sur la Lune. Donc là, évidemment, c'est la revanche des États-Unis face à l'avance soviétique qui avait été prise au début des années 60. Il faut bien considérer que ces vols spatiaux reposent sur la même technologie que celle des missiles qui peuvent envoyer une arme nucléaire à l'autre bout de la Terre. Hein. Donc on est bien dans une progression parallèle de l'armement et de la conquête spatiale. Ici, c'est donc pas purement technologique ou scientifique. Alors, je vais passer sur les autres exemples rapidement, hein, parce que on pourrait donner 10 000 exemples de rivalité dans d'autres domaines que le domaine militaire. Il y a donc, on vient de citer le domaine scientifique, culturel. On pourrait citer également le domaine sportif, avec deux événements, parallèles qui sont très significatifs. En 1980, par exemple, l'Union soviétique venait de relancer un peu les aspects les plus chauds de la guerre froide. Il venait par exemple d'envahir l'Afghanistan et il venait de contribuer à écraser une révolte ouvrière dans la Pologne communiste. Donc les Jeux Olympiques qu'ils organisaient à Moscou ont été boycottés par les États-Unis et par les pays du bloc occidental. Ce qui veut dire que 4 ans plus tard, quand c'est Los Angeles, ville américaine, qui accueille les Jeux Olympiques, bien évidemment, l'URSS et les pays communistes les boycottent à leur tour. Vous savez que boycotter, ça signifie ne pas participer, hein, ne pas y aller. Donc voilà, à travers le sport aussi, on s'affronte. Et puis, alors, il y a une chose évidemment dont vous avez sans doute entendu parler, la guerre froide, c'est vraiment l'âge d'or de l'espionnage. Les services secrets, qu'ils soient soviétiques avec le KGB, qu'ils soient occidentaux avec la CIA américaine, et puis tous leurs alliés, hein, le MI5 britannique, la DGSE française, etc. Ces services secrets disposent de budgets très importants. Ils servent bien sûr à espionner l'adversaire. Ils payent tout un tas de gens pour savoir ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Mais ils peuvent aussi être beaucoup plus proactifs. Hein. Ils organisent chez l'adversaire toute forme de désinformation, de sabotage, d'assassinat ciblé. Je ne sais pas si vous vous rappelez les tentative d'assassinat sur Fidel Castro à Cuba organisée par les États-Unis, et l'URSS fait exactement la même chose dans l'autre sens sur des leaders pro-américains, et puis toutes sortes de tentatives de déstabilisation qui peuvent aller jusqu'à des coups d'État, et puis voilà, on a parlé des guerres civiles. Si vous voulez vous donner une idée un jour de ce monde extrêmement tordu de l'espionnage, vous pouvez lire un des romans de John le Carré, qui est vraiment un des meilleurs témoignages sur cet aspect-là de la guerre froide. Le Carré, c'est quelqu'un qui avait commencé sa carrière dans les services secrets britanniques et qui ensuite s'est consacré à la littérature et qui a fait beaucoup de très bons livres. Et puis, parfois, il arrive que la réalité dépasse la fiction. Par exemple, alors il y a un exemple spectaculaire et très connu qui est celui de Kim Philby à propos d'espionnage entre les deux blocs. Kim Philby, c'était quelqu'un qui était issu d'une famille extrêmement privilégiée anglaise, qui avait fait toute sa carrière dans le monde de la diplomatie et des services secrets, et carrière qui avait été commencée dans les années 40. Il avait fait ses études à Cambridge, et à la fin des années 50, il était arrivé, il était haut fonctionnaire, et puis il était arrivé à la tête du département anticommuniste des services secrets britanniques. Or, en fait, il avait été converti au communisme quand il était étudiant. Il avait été recruté par le KGB avec un certain nombre de ses camarades et le KGB lui avait demandé de faire carrière dans l'administration britannique, ce qu'il a fait. Et voilà, en fait, il dirigeait un réseau d'espions soviétiques à Londres. Alors, quand les soupçons ont commencé à s'accumuler contre lui, il a réussi à les déjouer pendant plusieurs années d'une manière tout à fait étonnante. Et puis quand même, en 63, il a été il a été trahi, il pouvait plus nier plus longtemps, mais il a réussi à s'échapper et il a fini
sa vie en Union soviétique. Alors il a servi de formateur aux agents du KGB, et puis il a vécu en retraité paisible à Moscou jusqu'à sa mort en 88. Voilà, donc voilà un cas par exemple euh, d'espionnage, de réseau, d'agents doubles, etc., qui est vraiment caractéristique de la guerre froide. John le Carré en a d'ailleurs tiré un livre qui s'appelle La taupe et qui est très euh, significatif, encore une fois, de cette période. Donc voilà, un affrontement qui est aussi culturel, qui passe par le cinéma, la littérature, sportif, qui passe par l'espionnage, etc. Si vous pouvez jeter un œil sur ce petit résumé qui vous aidera à vous rappeler de l'essentiel. Vous avez aussi à la fin du chapitre quelques petits exercices qui permettent voilà, de se remettre les choses essentielles en tête. Je vais vous demander de coller cette double fiche quand vous aurez fini de prendre toute la trace écrite dans le cahier, et puis de coller ensuite la double page pour l'Allemagne et Berlin pendant la guerre froide. Si vous ne l'avez pas, je vous la joindrai au cahier de texte. Et puis après, avant ou après, peu importe, la carte que vous avez déjà faite normalement, et puis la chronologie que je vous demanderai de coller en face, qui sont des documents synthèse un peu qui résument l'essentiel. Voilà, et je vous demanderai sur cette frise d'avoir fait en fait le début là, hein, jusqu'au trait rouge, jusqu'à l'année 80, et puis le reste on le gardera pour un travail que je vous demanderai pour lundi 1er juin, qui va consister à analyser un peu la fin de la guerre froide. Voilà. Bon courage à tout le monde, et peut-être à bientôt, je ne sais pas.